Bonsoir, Kalispera Seolas Keolos. Bienvenue à l'Institut français, donc pour ce nouveau cycle de débat d'idées scientifiques qui commence par un débat sur la liberté académique. Donc nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Frédérique Coulet, la rectrice de l'Université Palladiane Christina Couloury et le professeur Dimitri Christopoulos. Mais avant toute chose, je vais passer la parole à Madame l'ambassadrice de France en Grèce, Laurence Soar. Monsieur le directeur adjoint de l'Institut, cher professeur, chère Christina, Madame la directrice d'Institut, je suis extrêmement honorée d'inaugurer ces rencontres de la rue Sina. Notre chère directrice, Maria Wajdani, qui m'avait proposé de les ouvrir au moment où elle n'était pas là, m'avait bien indiqué que c'était assez exceptionnel comme idée de pouvoir relancer une série de dialogues intellectuels, mais aussi académiques sur des sujets d'actualité. Et je ne sais pas comment vous avez fait, cher Mathieu, pour tomber sur un sujet autant d'actualité que la question de la liberté académique, qui est un sujet, bien sûr, qui occupe la Grèce antique, à travers également toute l'histoire de la France. On sait que c'est une valeur qu'on a toujours défendue. Je pense, dès qu'on a pu formaliser cette question-là dans les traités ou dans les réflexions internationales, on l'a fait. Mais c'est surtout un sujet de très grande actualité aujourd'hui, avec un révisionnisme, avec une provocation permanente et finalement une déstabilisation qui conduit même le ministère des Affaires étrangères, par exemple ce matin, à devoir donner dans sa totalité le discours que le président français a fait en Inde pour montrer qu'on ne doit pas couper par morceaux et puis détourner un propos et que la liberté, évidemment, en soi, d'expression, la liberté académique fait partie de l'ensemble de nos valeurs humanistes à défendre. Alors je disais que j'étais heureuse d'inaugurer le cycle des rendez-vous de la rue Sina, mais je me suis aussi dit que c'était le moment de parler de Hélène Hartweiler, de lui rendre hommage. Alors un vrai hommage lui sera rendu par ses pairs, professeurs d'université qui viendront le 9 mars présenter un hommage d'Hélène Hartweiler. J'ai eu la chance de la rencontrer dès mon arrivée, donc c'était ces dernières années, autour de ses amis, autour de sa finalement grande culture, de sa grande capacité de à nouveau s'ouvrir à d'autres éléments. Et puis c'était un moment aussi qui était important parce que nous étions en train de réfléchir à l'ouverture d'une galerie d'art byzantin, des arts des chrétiens d'Orient pour le Louvre. Et son immense expérience nous était précieuse. Surtout ce lien entre la France et la Grèce nous a permis d'insister sur le fait que la Grèce en art byzantin, c'était un passage obligé d'un parcours, que ce soit un parcours académique, mais aussi un parcours artistique pour montrer ce qui manquait finalement d'histoire des arts en France. Alors sur la thématique qui a été choisie par l'Institut français pour ce soir, je vais tout de suite vous laisser en parler mieux que moi. Mais pour vous dire que dans l'idée du cycle, dans l'idée de réfléchir à comment on fait de la rue Sina un lieu incontournable du débat d'idées, nous avons aussi pensé que ce sujet-là était un sujet de diplomatie scientifique important, puisque il y a 9 principes de la déclaration de Marseille qui ont été définis quand on a dû travailler sur les sujets qui étaient sur ouvrir la voie. Et bien sûr, à l'Institut français Paris, on nous a beaucoup encouragés à travailler sur cette thématique. C'est également la liberté académique, un point important de notre Union européenne et un des éléments qui a été au cœur du discours de la Sorbonne.
dans l'idée qu'il fallait renforcer avec les universités européennes et les alliances européennes, nos liens européens. Il y avait de façon sous-jacente le fait qu'on allait redéfinir ces idées dans un cadre européen et de renouer avec, une pensée, indépendante et le redéfendre ensemble, sur un plan international. Alors, bien entendu, ce n'est que le début. Bien entendu, l'indépendance des établissements, en font, partie intégrante. Cette question aussi, de la protection juridique que l'Europe peut avoir dans, les savoirs et la diffusion des savoirs et de façon plus générale, sur la question que chaque citoyen se pose: comment, défendons-nous nos libertés dans un monde, assez tonitruant de choses contraires et comment finalement sommes-nous aussi, des citoyens de résistance par rapport à des systèmes, qui se veulent, dominants et des systèmes de pouvoir, en relations internationales. Voilà, je vous remercie beaucoup, j'ai déjà beaucoup parlé et je laisse le débat se dérouler. À bientôt. Καλησπέρα σε όλες. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Dimitris Christopoulos, professeur de sciences politiques à l'université Pendillon. Je suis très heureux de voir dans la salle des étudiants et des étudiantes de l'université. Je voudrais tout particulièrement remercier l'Institut français de Grèce pour cet honneur qu'il me fait de modérer le débat. Je ne suis pas journaliste, donc je ferai de mon mieux pour que ce débat soit aussi vivant que possible et intéressant. Avant, je vais vous présenter nos intervenants. À ma droite, Madame Frédérique Coulet, professeure de droit public à l'Université Paris-Saclay. Et à ma droite, historienne, Madame Christina Coulouri, directrice et historienne de l'Université de Pandio des sciences sociales et politiques, avec qui je suis très amie d'ailleurs. Chers amis, en décembre 1945, un bateau néo-zélandais a quitté le Pirée en transportant près de 200 intellectuels grecs, la crème de la crème de l'époque, à une période très difficile pour la Grèce. Et ce bateau voyageait avec destination Paris. Ce bateau a écrit un chapitre très important dans notre histoire, c'est le Mataroi, comme vous l'avez déjà entendu apparemment, et c'était le départ, la fuite de nombreux Grecs intellectuels pendant la période de l'occupation grecque. Des intellectuels qui ont quitté la Grèce, sont restés à Paris, en France, jusqu'à l'époque des colonels. À leur retour en Grèce, ils ont été imprégnés par tous ces courants français, par les événements de mai 68, avec toutes ces idées de la liberté de l'émancipation et après les années noires de la période des colonels, toutes ces idées ont été incluses dans la Constitution. Nous sommes retrouvés donc avec un article très intéressant, l'article 16 de la Constitution, qui défend la liberté académique comme la liberté suprême. Cette liberté
qui ne connaît pas de frontières, car c'est bien cette liberté qui nous permet non seulement de nous exprimer librement, mais de développer la recherche dans les universités. Et alors que la liberté de la presse est une liberté relative, elle a ses limites, la liberté académique est une liberté qui permet, sans limite, qui permet de remettre en cause des idées dans les universités. Les universités ne sont pas synonymes de conformisme, c'est ce qui permet à nous tous, à tous ceux qui participent à cette procédure cognitive, de s'exprimer librement et d'argumenter et de défendre ses idées. La liberté académique, pendant longtemps, a été considérée comme quelque chose d'évident, mais rien n'est évident finalement. Tout est le résultat d'un rapport de force et la liberté académique, si elle était évidente, elle n'aurait pas eu besoin de débats comme celui-ci aujourd'hui à l'Institut français, ce qui démontre très bien que lorsqu'on en parle, c'est qu'il y a quelque chose. Et la liberté académique, donc, est menacée. Elle est menacée lorsque le rapport de force national, régional, international est tel qu'il nuit à cette liberté académique. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Il y a divers facteurs qui s'opposent directement à cette capacité de jouir de ce droit constitutionnel en Grèce. Cette nouvelle approche autoritaire, populiste du président américain, Trump, le trumpisme, cette nouvelle droite qui n'apprécie pas les idées libérales, c'est bien l'ennemi évident. Et si j'avais ici un collègue des États-Unis, ce témoignage serait encore plus d'actualité. Deuxième ennemi, si je peux dire, c'est la privatisation de l'université. Lorsque nous avons une liberté académique, cet établissement se fonde sur l'idée que le professeur est un acteur public. Et pourquoi la Constitution a prévu un article? Parce qu'il faut bien défendre et préserver cette liberté. Troisième facteur qui renforce les atteintes à l'égard de la liberté académique, c'est le mépris à l'égard de toutes ces recherches comme celles qui sont menées dans notre université ou dans les universités françaises où moi et Christine avons étudié. Donc, des études et des recherches qui ne semblent pas être très utiles pour certains. Donc, on peut les mettre un frein. Privatisation, donc, trumpisme, mépris des sciences sociales, ce sont des facteurs qui créent un environnement qui nuit à la liberté d'expression de manière émancipée au sein de l'université. Car on avait l'habitude de croire que la liberté académique que les atteintes sont portées dans certains pays autoritaires seulement. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est de cela que nous allons parler. Je vais d'abord donner la parole à Madame Coulet, qui est notre invitée, qui est arrivée ce matin de Paris et qui va nous faire donner son premier point de vue. Je vous proposerai de prendre la parole pendant 10 minutes et ensuite, je vais poser des questions et nous allons ensuite ouvrir le débat à notre auditoire. Madame Coulet, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier, l'Institut français pour l'organisation de cet événement et pour son invitation. Alors le sujet qui nous réunit, ce soir est celui de la liberté, académique. Donc je vais peut-être dire quelques mots, des conditions dans lesquelles, ce sujet, s'impose dans le débat public en France, actuellement pour pouvoir un peu faire des comparaisons avec la Grèce et puis éviter et évoquer les menaces qui pèsent, sur la liberté académique et la manière, d'y faire face. Alors ces réflexions sur la liberté académique, qui sont, assez nouvelles, hein. Le sujet était, un peu endormi en France, il y a encore quelques années, s'inscrivent naturellement dans le contexte, des attaques, portées par l'administration Trump, à l'égard de la science et à l'égard des universités américaines. Alors il faut souligner, et ça nous permet déjà de réfléchir un peu à ce qu'est la liberté académique. Il faut souligner le caractère multiforme des attaques dont on parle, hein. Ça passe, par, des suppressions, de financement accordés aux agences, aux établissements, ça passe par des ingérences dans le fonctionnement des universités, ça passe par, des interdictions, dans l'utilisation du vocabulaire avec, dans une logique, assez, orwellienne, des mots qui sont interdits et qui deviennent, indésirables dans les publications, scientifiques. Ça passe aussi par, une forme de répression sur la liberté d'expression des étudiants sur les campus. Et puis naturellement, une hostilité, de fond, au regard des politiques, d'inclusion, et des politiques, de discrimination positive qui étaient, installées dans les universités depuis longtemps. Je pense qu'il est important, on a évoqué les liens entre la liberté académique et la démocratie. C'est important de dire, que, ces attaques massives ont marqué le début du mandat de Donald Trump. Ça a été dès le début de l'année 2025, mais ce ne sont pas les seules attaques qui ont été, portées puisque, on a dans le même temps, vu, l'implication, des États-Unis dans les organisations internationales et dans le financement des organisations internationales, remises en cause. On a vu un certain nombre d'atteintes portées, à l'indépendance des juges et cetera. Donc on voit bien, à travers ces exemples que, la question de la liberté académique, enfin la liberté académique s'inscrit, dans des États démocratiques, mais dans des États démocratiques qui sont aussi, des démocraties, libérales et que naturellement cette réalité-là est fragile parce que les démocraties sont elles-mêmes fragiles et qu'une démocratie peut, devenir illibérale, assez rapidement. Donc c'est le point de départ de notre réflexion. On a vu, des réflexions sur la liberté académique, se multiplier dans ce contexte-là et il y a actuellement, en France une proposition de loi qui est examinée, qui a été, examinée par le Sénat et qui est maintenant, sur le bureau de l'Assemblée nationale, qui va être examinée par l'Assemblée nationale pour, introduire un nouvel article dans le code de l'éducation, qui, définit mieux la liberté académique dans ce contexte. Alors j'en reparlerai, peut-être un peu plus longuement dans le cours de la discussion, mais ce que je voudrais souligner, c'est que au regard de ce qu'est la liberté académique, les menaces qui pèsent sur elle, puisque c'est ce à quoi il était fait, allusion, elles peuvent prendre des formes extrêmement diverses en réalité. Alors dans le contexte grec, la question de la privatisation,
des universités a été mise en avant. Je pense que c'est une réalité qui correspond à une préoccupation actuelle. Euh, en France, les universités sont publiques, mais il y a un système universitaire qui est assez complexe en France, dans lequel on va trouver à la fois des universités, des grandes écoles, et parfois des institutions qui regroupent ces grandes écoles et ces universités. Et l'université Paris-Saclay, dont je suis la vice-présidente, est un regroupement de ces établissements, puisque on y trouve à la fois les composantes universitaires de l'ex-université Paris-Sud et puis des grandes écoles, comme l'École normale supérieure Paris-Saclay, comme Agro Paris-Tech et d'autres. Et il y a une première préoccupation pour assurer l'indépendance de la recherche et puis pour garantir la liberté académique. C'est celle du financement de l'enseignement supérieur. C'est un sujet de préoccupation important en France, et c'est un enjeu actuellement pour les universités françaises. Donc, la liberté académique, elle s'exerce avec le soutien de l'État. C'est l'idée qu'il faut avoir derrière, à la fois parce que l'État finance l'enseignement supérieur et la recherche, et puis aussi parce qu'il s'abstient d'ingérence dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, il agit à la fois de manière positive et manière négative en s'abstenant d'empêcher la liberté académique. Il y a d'autres menaces naturellement, qui pèsent sur la liberté académique. Alors, il ne s'agit pas d'en faire une liste à la Prévert, mais il est évident, dans le contexte actuel, où la désinformation est très largement répandue, où des vérités alternatives sont largement diffusées. On l'a vu, il y a eu vraiment un point de bascule avec la pandémie de Covid-19 à cet égard-là. Hem, la 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 recherche, la liberté académique peut déranger un certain nombre d'acteurs qui ont la volonté d'imposer d'autres types de vérités. Alors, il ne s'agit pas d'être complotiste, hein, mais il s'agit de comprendre la réalité des relations internationales actuelles, tout simplement. Et on va voir diverses manières d'empêcher la liberté académique. Et parmi les procédés qui se développent, on le voit bien, il y a aussi tout ce qui relève des procédures abusives et de ce que l'on appelle les procédures bâillons. Donc, tel commentateur d'une décision de justice qui a condamné un grand groupe chimique et qui regrette une condamnation trop clémente, va être accusé de diffamation, va devoir assumer à la fois les frais, le temps d'un procès, etc. Donc ça aussi, ce sont des menaces qui pèsent sur les libertés académiques qui sont différentes naturellement, qui s'attaquent à des chercheurs individuellement, et qui visent d'une certaine manière, à brider la liberté d'expression de ces personnes. Donc c'est dans ce contexte-là, aujourd'hui, que la proposition de loi française est examinée, et prévoit d'ailleurs à la fois une définition plus complète de ce qu'est la liberté académique, et puis un certain nombre de sanctions, y compris pénales, dans l'hypothèse où il y a une volonté délibérée d'entraver la liberté académique. Voilà en quelques mots ce que je dis à ce stade. Ευχαριστούμε πολύ. Εμ, Merci beaucoup. Christina Koulouri va prendre maintenant la parole. Mais j'ai lu également
un entretien intéressant que vous avez eu au journal Le Monde sur le projet de loi et je vais vous poser les questions que je vous ai posées tout à l'heure dans la cour. Est-ce que le problème est une question d'ordre juridique ou pas? Très souvent, en Grèce, lorsqu'on évite de toucher à quelque chose, on a l'habitude de dire qu'il faut changer, il faut modifier la constitution, etc. Pensez-y, je vais revenir. Christine. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes d'accord sur plusieurs choses. Rien que le fait que nous soyons ici présents, ceci démontre que la liberté académique pose problème. Heu, Bien sûr, le problème, a commencé de l'autre côté de l'Atlantique avec la crise qui frappe les universités américaines. J'ai lu des lettres ouvertes de certaines universités comme, l'université de Californie qui dit que la crise de l'université de Californie est la crise la plus profonde depuis 150 ans et plus. Il y a des textes de nombreux académiciens universitaires qui décrivent de manière détaillée la menace qui pèse sur la liberté académique. C'est l'ingérence sur le cursus universitaire, sur les priorités de recherche, sur les critères de recrutement des professeurs et sur l'accès des étudiants. Il y a donc une série de domaines où la liberté académique subit des atteintes. Mais ceci s'inscrit bien sûr dans la situation, dans le contexte politique. Ceci est lié donc à un changement de régime au sein de ces régimes. Le fait que les régimes démocratiques se marginalisent et nous avons la montée de l'autoritarisme, ceci a un impact sur la liberté académique. La démocratie, donc libérale, subit une crise très importante partout dans le monde. Et ce que nous avons découvert aux États-Unis, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'est développé progressivement, ce qui démontre que très souvent, on méprise certains petits changements qui, petit à petit, vont créer une crise profonde. Et ceci nous concerne en Europe également. L'Europe est dans un meilleur état, du moins certains pays, pour ce qui est de la liberté académique par rapport à d'autres régions du monde. Cependant, nous ne sommes pas entièrement sécurisés. Nous devons donc être très à, attentif. Un autre indice très intéressant de la liberté académique, c'est l'indice de la liberté académique qui couvre 159 pays et régions dans le monde et qui, rien sur une année, a recensé une situation aggravante partout dans le monde. Et il faut dire que parmi ces pays, nous avons également la Grèce, où l'on constate un recul par rapport à la liberté académique. Israël, la Géorgie, la Finlande, entre autres. Quels sont les facteurs maintenant qui contribuent à ce recul de la liberté académique? Les causes sont multiples, mais il faut dire qu'à travers cette démocratie représentative, nous avons également des partis, une situation politique qui a un impact. Aux États-Unis, nous avons certaines personnes qui s'opposent à la science et à la recherche dans les universités. Donc, la politique joue un rôle. Si les universités sont le lieu de la liberté
d'expression et la liberté académique et de l'émancipation de la parole, euh, lorsque les dirigeants sont autoritaires, ils veulent limiter cette liberté. Donc, la première chose, consiste à identifier les signes de cette menace. Deuxièmement, pourquoi est-ce que cette liberté académique est importante? En avons-vous besoin? Et troisièmement, que pouvons-nous faire? Je pense que ce sont trois questions très importantes auxquelles il faut répondre. Pour commencer très rapidement, euh, je vais parler de la menace. Il y a une menace évidente et une menace dissimulée, cachée. La menace évidente ne me préoccupe pas vraiment. On la voit, mais la menace qui est dissimulée, c'est celle qui est plus dangereuse. Il faut l'identifier. Il faut être attentif. Quelles sont ces menaces qui sont évidentes? Ce sont les différentes atteintes qui sont portées à l'égard de certaines personnes, la censure, etc. La menace dissimulée, c'est le contrôle de la recherche, le contrôle de la pensée à travers des moyens indirects. Par exemple, le financement, vous l'avez évoqué. Nous vivons par exemple dans un monde où la classification internationale des universités est devenue une sorte de Bible, de texte sacré qu'il faut respecter. Mais nous savons très bien que ceci s'oppose au libre choix de la recherche, c'est-à-dire faire également des recherches inutiles qui nourrissent uniquement la pensée, la réflexion, la recherche académique et qui n'a rien, qui n'est pas lié au marché du travail ou qui ne recevra pas beaucoup de citations ou de likes. Mais le jeune chercheur, pour pouvoir évoluer, doit respecter les normes qui s'imposent par ces classifications et par ces impact factors. Ce qui veut dire qu'il va se dire que voilà, moi je dois choisir tel thème pour pouvoir être financé, car tous ces appels à recherche au niveau national et international définissent le thème de la recherche, le sujet de la recherche. Et on constate qu'après ce tournant, après ces changements que nous avons en matière de sécurité, l'agenda aujourd'hui euh, se porte sur la sécurité. Le choix aujourd'hui porte sur l'armement. Et nous savons que nombreuses personnes se sont plaintes pour ce tournant, pour le fait qu'il faille choisir des thèmes qui soient utilitaires. Et il y a eu des plaintes d'universitaires, de doyens et moi-même également, j'ai signé certaines pétitions qui ont circulé et qui ont pour objectif de limiter le champ de la recherche libre. Voilà donc c'est la première menace dissimulée qui associe également à ce a qualifié Dimitris la privatisation. Mais je dirais que encore plus, c'est de savoir qui définit les critères d'évaluation. Et nous en venons à un autre thème très important qui est l'évaluation. Une évaluation qui ne concerne pas le chercheur de manière isolée, mais l'ensemble, les établissements universitaires ou de recherche et leur classification sur la scène internationale. Dans une autre occasion, j'ai fait référence à une sorte de darwinisme.
universitaires. Je pense que c'est le cas. Des universités de taille moyenne ou petite qui s'intéressent surtout aux sciences sociales n'ont pas, ont très peu de chances de survivre sur cette scène du plus fort. Nous vivons donc un darwinisme dans les universités. Je pense qu'il faut s'y opposer, car ceci s'oppose à ceux qui cultivent la liberté de penser, qui ne se met pas au service de certains agendas politiques. J'ai devant moi une résolution du Conseil de l'Europe de 2020 qui exprime son inquiétude sur le financement extérieur et la marchandisation des études de l'enseignement supérieur. Et le Conseil Conseil de l'Europe nous dit que les établissements universitaires qui jouent un très important dans le patrimoine linguistique et culturel d'un pays doivent pouvoir librement être financés pour les études qu'ils souhaitent mener. Donc, les menaces ne viennent pas de l'extrême droite. C'est cette bureaucratisation que l'on constate, l'impact qui est limité, ce sont des moyens dissimulés de réduire la recherche, de limiter la recherche. La littérature est longue sur ce thème. Il y a d'ailleurs un livre de Fleming intitulé Dark Academia et qui décrit un environnement très morose où tous les chercheurs et enseignants sont contraints de compléter des formulaires, de se limiter à cela, ce qui réduit leur temps pour la créativité et la recherche libre, émancipée. Je pense que nous sommes d'une certaine façon piégés dans ce système, car nous répétons cela sans cesse, sans pouvoir s'y opposer. Je ne sais même pas s'il y a moyen de s'y opposer lorsque ceci est devenu partie intégrante d'une bureaucratie internationale. Mais je vais, pour commencer, m'arrêter ici pour qu'on ait le temps de dire pourquoi la liberté académique est importante et que peut-on faire. Merci beaucoup. Avant de venir, je me disais, moi, je ne vais pas parler, je ne prendrai pas la parole. Donc, je vous donne directement la parole. Pouvez-vous commenter ce que Cristina Koulouri vient de dire? Je vais ajouter une seule chose. Il est évident que ce darwinisme universitaire dont vous avez parlé et que l'on constate dans toutes les sciences aujourd'hui, c'est un problème majeur. Le fait que quelqu'un puisse bien écrire ne semble pas être intéressant. Ce n'est pas perçu comme une vertu pour ceux qui définissent la classification des universités. Je vais m'arrêter ici. Je vais uniquement souligner que Christine a fait la distinction entre les menaces évidentes et les menaces dissimulées. Pour moi, l'avenir est sombre, dystopique. J'aimerais bien que vous me donniez des raisons d'espérer que ceci pourra changer, car je suis très pessimiste, car telles que les choses évoluent, je pense que la situation devient de plus en plus triste. Et les jeunes qui viennent à l'université et les jeunes qui viennent les jeunes étudiants
où les professeurs à l'université n'ont connu que ça. Ils ne savent pas choisir un sujet parce que le sujet l'intéresse ou parce que c'est un sujet qui lui parle. Non, il doit respecter les critères. J'aimerais vraiment, que vous me donniez votre point de vue. J'aimerais que vous nous parliez également de cet, index dont, Christina nous a parlé. Est-ce que vous pensez que nous arriverons à faire quelque chose? Merci. Alors, je ne sais pas si je vais à moi seule réussir à rétablir l'optimisme. Hem, je pense que sur l'indice de liberté académique dont vous avez parlé, je pense que c'est important de rappeler le contexte dans lequel il a été élaboré parce que ça montre bien que, la liberté académique qu'on présente, souvent en la distinguant, de la liberté d'expression. Alors, ce qui est vrai, hein, c'est une liberté, d'expression particulière qui est encadrée, qui est une liberté professionnelle. Heu, mais à mon avis, elle est quand même au cœur de la réalité, cette liberté d'expression. Hem, cette liberté académique, elle est menacée, mais il y a aussi des réactions. Et l'indice de liberté académique, donc qui, retient, 5 critères, je vais les rappeler pour qu'on sache un peu de quoi on parle. Donc c'est la liberté de recherche et d'enseignement, la liberté d'échange et de diffusion académique, l'autonomie institutionnelle, l'intégrité des campus et puis la liberté d'expression académique et culturelle. Donc cet indice, il a été élaboré par une équipe, pluridisciplinaire qui s'est, constituée après l'affaire, de l'Université d'Europe centrale qui avait été créée par George Soros en Hongrie. Alors cette affaire est importante parce que, dans ce contexte-là, le gouvernement hongrois s'est attaqué, à cette université qui a d'ailleurs, quitté la Hongrie. L'équipe, de cette université s'est délocalisée en Autriche. Mais la Cour de justice de l'Union européenne a été amenée à statuer dans cette affaire et elle a affirmé clairement, ce qu'était la liberté académique et notamment qu'elle incluait la liberté d'expression et de communication sur les informations, la liberté de rechercher, de diffuser le savoir et la vérité. Et elle a rappelé aussi que les universitaires peuvent exprimer librement, un certain nombre d'opinions, tout en soulignant l'importance de l'autonomie des établissements. Donc je rappelle ça parce que finalement, bon, il y a pas tellement de raison d'être optimiste dans ce cas précis, puisque finalement on a eu une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union qui n'a malgré tout pas empêché, que cette université a dû, partir pour pouvoir continuer son activité. Mais on voit bien que, pour que la liberté académique, soit véritablement protégée, il faut que les chercheurs et les enseignants-chercheurs soient parfaitement conscients qu'en exerçant leur métier, ils exercent cette liberté académique, ce qui n'est pas toujours nécessairement le cas. Et si je prends le cas français, on comprend assez bien pourquoi cette conscience n'est pas toujours là. Puisque, si on fait une comparaison avec un autre métier qui implique, cette liberté, d'expression, la liberté, des journalistes, donc la liberté de la presse, par comparaison, la loi date de 1881 alors que, le code de l'éducation est naturellement beaucoup plus récent et c'est une décision du Conseil constitutionnel qui date de 1984 qui a reconnu, la liberté, enfin l'indépendance des enseignants-chercheurs comme principe constitutionnel. Donc la temporalité n'est pas du tout la même et la liberté académique est reconnue, en tout cas est formalisée en France de manière beaucoup plus récente avec une forme de pratique, un peu inconsciente de la liberté académique. Alors si on regarde, si on s'interroge sur ce que peut faire le droit, il faut un peu aussi regarder, ce que sont les menaces
Et je pense qu'on comprend mieux là ce que sont les atteintes à la liberté académique et ce qu'elles visent. Quels sont les domaines dans lesquels on a eu des atteintes massives à la liberté académique? Les questions de climat et d'environnement. Vous supprimez le thermomètre, il n'y a plus de problème. Vous ne faites plus de recherche sur le climat et vous ne constatez plus les atteintes, enfin la détérioration de l'environnement, bah, il y a plus de difficultés en la matière. Vous pouvez défendre, les énergies fossiles, vous pouvez, mettre de côté, toutes les énergies renouvelables, donc il y a un impact politique qui est absolument considérable. Dans le domaine des sciences humaines et sociales, heu, ce sont les études, qui ont été déclarées woke, qui ont été particulièrement visées. Ça vise quoi? Ça vise notamment, toutes les études qui portent sur les minorités et toutes les études qui portent sur les discriminations à l'égard des femmes. Travailler sur les discriminations, c'est mettre en évidence des inégalités radicales dans la société, et donc c'est inviter à faire plus de place à certains. Faire plus de place à certains, ça implique de remettre en cause la place trop large acquise par d'autres. Donc il faut bien enfin je veux pas absolument faire, de la politique, pour la politique, mais il est bien évident que ces exemples-là montrent qu'il y a des enjeux qui ne sont pas simplement des enjeux de réflexion théorique. Heu, il y a une autre dimension qui, à mon avis, est importante et que le droit ne pourra absolument pas résoudre, c'est qu'il y a eu toute une époque où malgré tout, il y avait un respect, dans la parole publique, pour un certain nombre d'institutions, pour un certain nombre, de messages d'intérêt commun, on ne touchait pas aux universités notamment. Ça n'est plus du tout le cas. Tout le débat sur l'islamo-gauchisme en France, alors je voulais l'évoquer parce que Nona Meyer aujourd'hui, reçoit, un doctorat honoris causa qui lui est remis, à Athènes. C'est une chercheuse qui a été directement attaquée dans ses travaux, qui portent sur, l'électorat d'extrême droite, sur le comportement électoraux et finalement alors, il y a une accusation, récurrente, qui je vais essayer d'expliquer un peu. Il y a une accusation récurrente qui est portée par certains hommes politiques, mais qui dépasse le verbe de certains hommes politiques. C'est devenu quelque chose de très présent dans la société française. Si on veut discréditer une parole, si on veut discréditer un chercheur, on dit qu'il est islamo-gauchiste. Alors, je serais bien en peine d'expliquer ce qu'est véritablement un islamo-gauchiste. C'est juste quelqu'un qui n'est pas objectif scientifiquement, c'est quelqu'un qui a un engagement politique qui l'aveugle, c'est quelqu'un qui ne se comporte pas comme un universitaire digne de ce nom. Donc tout ça, c'est des éléments de discrédit. Et alors on a une partie de la presse qui naturellement utilise très largement ce vocabulaire, mais il faut le dire aussi clairement, on a une partie de la classe politique qui l'utilise et, euh, et on a malheureusement aussi eu des ministres de l'enseignement supérieur, et en particulier une ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui a utilisé ce qualificatif d'une manière totalement gratuite, en diligentant une enquête qui finalement a été abandonnée. Bon, en tout cas, il y a une forme il y a un discours qui est extrêmement, péjoratif et négatif et qui en plus ne repose pas sur la réalité. Parce que il se trouve qu'à l'ENS Paris-Saclay, un chercheur en sciences humaines et sociales a utilisé des outils, quantitatifs pour évaluer, la recherche qui porte sur les minorités et les femmes, enfin sur les sujets censés relever du wokisme. Donc c'est une étude quantitative, hein. Il a pris toute une série de revues de sciences humaines et sociales pour, identifier, ce qui relevait de ce champ et ce qui a été mis en évidence, c'est qu'il y avait pas de il y avait pas d'augmentation significative, sur, les 10 ou 20 dernières années. Donc il y a cette réalité n'est pas vérifiée et par ailleurs, cette étude a aussi mis en évidence qu'il y avait une forme de retard en France sur ces sujets.
où il n'y avait pas assez d'études sur cette thématique. Donc on voit bien comment, un discours, désinhibé, peut, discréditer, une partie de l'activité de recherche et installer dans l'inconscient collectif finalement que les chercheurs ou les enseignants-chercheurs, ne savent pas grand-chose. Alors là-dessus, il faudrait appeler une plus grande réserve, dans l'expression ne serait-ce que des personnels politiques, hein. De mon point de vue, c'est une réalité. Alors, sur la question de l'évaluation, de la hiérarchisation des classements, etc., on connaît toutes les limites de ces outils, hein, et la liberté académique n'y a d'ailleurs pas nécessairement une place de premier plan, ce qui en soi est déjà un sujet d'interrogation. Mais il y a une autre, il y a un autre indicateur qui soulève des questions de ce point de vue-là, c'est ce qu'on appelle la valorisation. Et la valorisation, dans le monde universitaire, ça va être l'impact, enfin je vais pas proposer une définition ici de la valorisation, mais on évalue l'impact de la recherche, sur la société. Ça se traduit notamment par un impact sous la forme de dépôt de brevets. Heu, il faut qu'il y ait une matérialisation de la valorisation. Ce qui fait qu'appliqué aux sciences humaines et sociales, la valorisation, ça va passer par des outils, par exemple, un jeu de cartes qui va permettre d'identifier, des discriminations ou des choses comme ça. Bon, c'est quand même assez réducteur de ce qu'est la recherche en sciences humaines et sociales. Une recherche valorisée va se matérialiser dans un outil, une étude de grande ampleur, ne sera pas nécessairement valorisée. Et ça invite à une réflexion plus large sur, à quoi sert la recherche et la réponse, c'est dans une société démocratique, la recherche est tournée vers le bien commun. Elle a vocation à améliorer le vivre ensemble, le fonctionnement de la société et c'est vrai, de toutes les sciences, y compris de la science humaine et des sciences humaines et sociales. Et je pense que ce qui s'est passé avec, l'administration Trump le met particulièrement bien en évidence. Donc je pense qu'il y a aussi une nécessité pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs de défendre leur métier, mais aussi de mieux formaliser cette réalité-là. La recherche, elle est au service de la société. Ευχαριστούμε. Ε, είναι το κομμάτι του agenda setting. La standardisation, la normalisation fait partie de cet agenda. Moi, j'insisterais que ceci est toujours lié à la privatisation, qu'il y a également la privatisation. Vais vous donner un exemple. Un jeune collègue à l'université de Chypre, récemment, nommé, a dit quelque chose, pendant son cours sur l'instrumentalisation de l'antiséminisme et sur la situation à Gaza. Le doyen, le recteur l'a invité, lui a dit: «Écoute, nous sommes un pays démocratique, mais nous avons cette alliance avec, Israël». Ça s'est passé dans une université privée. Il l'a entendu, il est parti continuer son cours. Si, je disais ça à l'université publique et qu'on me dirait que voilà, on a cette alliance, je ne vous dis pas ce qui se passerait. Donc il y a cette différence entre le public et le privé. Donc Christina, j'aimerais qu'on revienne sur la façon dont tu, heu, perçois cette situation et sur la nécessité de résister, certes, mais un peu plus de précision là-dessus. Que faut-il faire? Tout d'abord, ce que j'ai décrit fait partie du vécu, de l'expérience, notamment du point de vue
de la rectrice que je suis. C'est autre chose d'être professeur enseignant à l'université, faire son travail, c'est autre chose, administrer. Lorsque on est chargé de l'administration, on est contraint d'appliquer la loi, qu'on soit d'accord ou pas. Et c'est un équilibre très difficile et c'est un défi de devoir mettre en place, appliquer certaines choses sans aller à l'encontre de ce que l'on croit. Ceci concerne la planification, la programmation des cours, les processus de certification et bien d'autres démarches. Et comment, dans ce contexte, on peut préserver les principes de la déontologie universitaire, du moins dans l'université où moi je suis rectrice, une petite université. Étant donné que nous avons une longue tradition universitaire et c'est une tradition qui caractérise la Grèce. Nous avons une tradition de liberté académique en Grèce. Nous avons donc la possibilité à l'université d'échanger des points de vue, de s'opposer. Et ceci est valable aussi bien pour les professeurs que pour les étudiants. Je pense que c'est une liberté que nous avons préservée. Et je suis donc plus optimiste de ce point de vue. Les menaces sont là, certes, mais je pense que nous avons cette tradition sur laquelle nous pouvons nous, heu, nous nous reposer et je pense que nous pouvons, grâce à cela, surmonter ces crises. Bien sûr, certaines choses vont se perdre, mais il faut voir, faut trouver un équilibre. Quel est l'avantage? Qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? Est-ce que c'est une crise ou c'est la transition vers un autre modèle? Parce que la crise, c'est quelque chose de momentané, c'est un moment difficile. On va revenir en arrière, là où on était ou pas? Écoutez, maintenant, je vais parler en tant qu'historienne. L'évolution n'est pas quelque chose de linéaire, c'est-à-dire nous allons sûrement arriver à une autre situation, un autre état qui sera différent, mais qui ne sera pas d'office sombre. Lorsqu'on a une crise, ceci ne veut pas dire qu'après la crise, on revient à l'état précédent. Non, la crise intervient, change la situation, elle crée une nouvelle situation en adoptant des choses du passé et en apportant des choses nouvelles. Le fait donc que la culture, académique soit confrontée à cela, ceci ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas changer et il faille toujours se référer à la culture des années 70. Les sciences sociales et politiques doivent s'adapter car la révolution que nous vivons, c'est une révolution radicale et je pense que si je me rappelle comment j'ai commencé comme étudiante à l'université plusieurs, années auparavant, la façon de travailler a changé, notre façon de penser a changé. La révolution numérique est une des plus grandes révolutions que nous avons vécues et cette révolution ne peut pas ne pas influencer tout cela, notre mode d'enseignement, le mode de programmation des cours, notre façon de s'adresser aux étudiants et notre façon de s'auto-déterminer. Je pense que nous avons besoin donc d'une adaptation, mais en préservant ce qui est important. La liberté académique, donc, elle est importante car, comme Madame Coulet l'a bien dit, la liberté académique n'est pas un but en soi, elle sert le bien commun. À travers la liberté académique, les universités peuvent accomplir leur mission qui est
au-delà de la formation de la nouvelle génération. C'est notre devoir envers la société. Et dans les universités, nous produisons de la politique. Ce n'est pas que la faute se trouve d'office à l'extérieur. Il y a des fautes ou des erreurs à l'intérieur. Il faut commencer par une autocritique, voir ce qu'il faut changer pour pouvoir être convaincant envers la société. J'aimerais revenir sur la question de la classification. Nulle part ailleurs, cette classification ne prend en compte la liberté académique. Il y a des universités qui ne respectent pas la liberté académique, qui bafouent les droits humains. Et c'est quelque chose qu'il faut revendiquer. Il faut revendiquer que la liberté académique fasse partie de ces critères de classification des universités, des établissements universitaires. Oui, ceci très important. C'est une revendication selon laquelle cet indice, cette classification des universités doit prendre en compte la liberté, le respect de la liberté académique. Mais tu as également parlé de l'autocritique. Je me dis que si nous avions un représentant du gouvernement grec, peut-être quelqu'un dirait que depuis les années 75, vous vous êtes laissé aller et vu l'histoire de la Grèce avec les colonels, avec cette histoire de l'école polytechnique, ceci hante notre histoire. Et hier soir, en parlant de liberté académique, nous avons eu il y avait, un film qui était projeté par des étudiants. La police est entrée, et ils se sont, retrouvés au commissariat de police avec des accusations. Je veux dire que certaines fois, les choses s'accélèrent et elles vont de mal en pis. Et le représentant du gouvernement, le porte-parole du gouvernement a déclaré aujourd'hui que l'université, ce n'est pas un cinéma, ce n'est pas une salle de cinéma. Et je réponds, mais ça peut être ce qu'on veut. Et je vous dirais ceci, ce qui est évident, ce qui est flagrant, autoritaire, on s'y habitue, comme l'arthrite. On s'habitue avec cette douleur. Mais je pense que c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Ce qui s'est passé hier, que je viens de vous raconter, je peux vous le confirmer, 5 ou 10 années auparavant, ça nous on serait dit que c'est de la science-fiction, de la triste science-fiction. Voilà. Heu, Vous pouvez prendre la parole, madame Coulet. Vous avez la parole. Systématiquement la parole pour résoudre des problèmes absolument considérables. Heu, je vais peut-être, essayer de alors, naturellement, je ne peux faire que le même constat que vous, et en vous entendant, j'avais quelques exemples, en France à l'esprit. Heu, bon, i enfin, je suis pas historienne, mais je suis internationaliste et j'ai à l'esprit, même si on a un peu de mal à se le rappeler actuellement, que, finalement, la Déclaration universelle des droits de l'homme, de 1948, les pactes, sur les droits civils et politiques, sur les droits économiques, sociaux et culturels de 66, la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 ont été adoptés après la Seconde Guerre mondiale et toutes les abominations qui ont été commises, pendant le second conflit mondial. Donc on sait que les mouvements de l'histoire, s'accompagnent de sursauts, et de réinstallation, d'un certain nombre de principes fondamentaux. Heu,
moi, je peux pas m'empêcher de faire le lien avec, ce qu'est l'Europe, dans le contexte actuel et sur la question de la liberté académique, après, les événements connus aux États-Unis, il y a eu, des affirmations de position extrêmement claires qui ont été faites par le président de la République française, par exemple, dans le cadre de Choose France, qui ne concernent pas, comme on a pu le dire, des chercheurs américains, mais des chercheurs empêchés de mener leurs recherches et quand on regarde les retours, on constate que, ce sont des chercheurs américains, mais aussi beaucoup d'autres nationalités, y compris des Français, qui ont décidé de revenir en France parce qu'ils, ne pouvaient plus mener leurs recherches, aux États-Unis. Il y a eu des déclarations importantes qui ont été faites dans le cadre de Choose Europe par Ursula von der Leyen, avec, l'affirmation, de ce que l'Europe était une sorte de refuge, pour la recherche. Alors, la Charte des droits fondamentaux, reconnaît la liberté académique, il faudrait peut-être, compléter ça par, en indiquant plus clairement, ce que ça implique dans le statut, des chercheurs. Enfin, je ne sais pas, en tout cas, il faudrait réfléchir plus concrètement, à ce qu'est, la protection de la liberté académique et à ce qu'est l'identité, de l'Europe dans ce contexte. Mais il me semble qu'on est un petit peu à la croisée des chemins en Europe aujourd'hui. La même question se pose pour la régulation de l'IA, pour, la réaffirmation d'un certain nombre de valeurs, qui sont complètement mises à mal, face aux États-Unis actuellement, hein, me semble-t-il. Κρατώ ότι μπορούμε να επανακτήσουμε Je prends note que l'on peut récupérer de cette sagesse de l'après-guerre. Il suffit de voir ce qui se passe, la situation néfaste des États-Unis. Comme Tocqueville disait: «Ce qui importe, c'est de voir les États-Unis, non pas pour l'imiter, voir ses particularités». Donc il faudrait réfléchir à nouveau, heu, repenser cette optique. Votre commentaire? C'est un peu ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Lorsqu'on arrive à une limite, comme, la Seconde Guerre mondiale, on se réveille d'un cauchemar. Très souvent, il faut vivre le cauchemar pour pouvoir, heu, commencer qu'un jour nouveau commence. Il suffit de voir quelle est la situation des autres pays de la communauté internationale, comment la situation a changé sur le plan géopolitique, comment les choses ont changé de fond en comble. Nous avons une guerre en Ukraine, Gaza est une plaie ouverte. Nous ne vivons pas dans un monde où la liberté académique est en danger et c'est le seul danger ou la seule menace dont il fasse discuter. Non, tous les jours, nous avons des gens qui meurent et personne ne se préoccupe de cela. La liberté académique, certes, nous permet de débattre, de discuter de cela, des victimes. Et c'est ainsi et pour cela qu'il faut utiliser cette liberté académique. Je vais conclure d'une certaine façon. J'ai commencé à parler du Mataroa et de ces intellectuels qui sont partis pendant la guerre mondiale et qui sont revenus après la période des colonels et nous avons une constitution qui préserve, qui défend la liberté académique. À l'époque, ils ne s'étaient pas rendus compte de quoi il s'agissait. Le ministre de l'Éducation à l'époque, conservateur,
Georgios Rallis, par la suite Premier ministre, disait que les professeurs de l'une des universités sont libres de faire de la recherche. Ils sont libres d'enseigner leurs cours comme ils le conçoivent, mais ils ne peuvent prendre position sur certaines questions, des positions qui sont contraires au point de vue du gouvernement. Ils ne s'étaient pas rendus compte de ce qu'ils avaient introduit dans la Constitution, de l'amendement. Donc la protection de la liberté académique est une des innovations les plus importantes positives de la Constitution de 75. Un des intellectuels grecs, un des grands intellectuels grecs qui s'est retrouvé en France au début de la période des colonels, Aristobulus Manesis, professeur de droit qui a enseigné qui a enseigné à l'université d'Amiens en Picardie pendant la période des colonels où j'ai fait mon doctorat. Et j'avais un professeur qui était assistant de Manesis. C'est ainsi que j'ai rencontré Manesis. Manesis a écrit une tribune, un article qui très important pour sur la liberté académique et qui se conclut ainsi. Et je fais référence au patriarche du constitutionnalisme grec. Après les années 74, dans les universités, grâce au dynamisme du mouvement des étudiants qui s'était radicalisé, la mise en place et la protection des dispositions concernant la liberté académique résultent du rapport de force sociale et politique. Si ceci va être maintenu tel quel ou va contribuer à l'élargissement de la démocratie, ce sera quelque chose de positif. En revanche, si la situation sur le plan géopolitique la situation n'est pas bonne, l'impact sera très lourd également à l'égard de la liberté académique. La protection de la liberté académique, donc, n'est pas une simple disposition dans la Constitution. Avant cela, c'était une revendication sur le plan social et politique. Et après cela, c'est une conquête qui va fonctionner, qui va être efficace dans la mesure où les enseignants, si les établissements, les académiciens, les professeurs vont faire valoir cette liberté. C'est une revendication, c'est une conquête et c'est l'introduction du rapport de force. Et comme nous l'avons bien dit, cette liberté académique est dépendante de cette situation où la situation politique vit des moments très difficiles. Nous avons vu le cas de l'université en Hongrie. Si la voie est ouverte, il faut s'attendre à ce que ceci se développe. Je garde à l'esprit de notre débat le fait qu'un droit n'est jamais accordé. C'est l'objet d'une revendication constante. Deuxièmement, il y a l'espoir, à condition de voir ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Et troisièmement, il faut trouver les moyens d'apporter cette petite pierre à ceux qui se forment, car comme le Premier ministre canadien a dit à Davos il y a quelques jours, que soit vous allez faire partie du menu ou vous allez être
autour de la table. Je voudrais donc vous donner la parole à vous tous ici dans l'auditoire si vous voulez poser vos questions. Il est 8h30. Nous avons une demi-heure pour écouter vos questions, remarques, etc. Qui souhaite prendre la parole en premier? Ή πίσω η ερώτηση, Έλα, έρχομαι. θα σας δώσω και το... Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την Bonsoir. Merci pour ce débat très intéressant. Vous avez parlé de Trump et à cette occasion, et de l'ingérence au niveau du financement dans pour les établissements et agences de recherche. Est-ce que l'Europe est protégée contre ces ingérences dans le domaine de la recherche et de l'enseignement? Quelle est la réaction de l'Europe à cela? Et deuxièmement, Madame Koulouri l'a mentionné, en Grèce, du moins, nous avons les principes, nous avons le courage pour faire face à cette crise. Mais les jeunes, peut-être, ne sont pas convaincus. Est-ce que nous avons les moyens pour le faire? Voilà mes deux questions. Merci. Όσο ζεσταίνεστε για δεύτερη ερώτηση, Y a-t-il d'autres questions? Entre-temps, je vais donner la parole à nos invités. Est-ce que vous pouvez parler des moyens de l'Europe, également répondre à la deuxième question si vous souhaitez également, et Christina va parler des moyens qui font défaut. Alors, je ne suis pas certaine d'avoir eu une traduction complètement qui me permette complètement de répondre à la question. la question touchait quels sont les moyens que nous avons à notre disposition pour combattre, pour résister en Europe contre le paradigme trumpien, etc. etc. Alors, Ça, c'était la sur première la, partie de la question. La deuxième partie par avait à faire par avec rapport aux quels sont États-Unis. les... Oui, par rapport aux Ouais. États-Unis. La deuxième question était que nous avons la tradition, nous avons l'inspiration, nous avons les idées, mais il y a les moyens qui nous manquent en Grèce, nous, la jeunesse. Alors, il y a deux choses. Moi, je pense quand même qu'on sous-estime une particularité de l'Europe par rapport aux États-Unis. Alors, je ne sous-estime pas le fait que dans un contexte politique donné, finalement, la liberté académique, elle s'effondre parce que il y a un effondrement plus large sur un certain nombre de valeurs. On voit bien que c'est pas seulement la liberté académique. Et ce qui s'est passé aux États-Unis, encore une fois, est très révélateur là-dessus. C'est-à-dire que les attaques ont été massivement contre la liberté académique, mais elles ont été contre la justice, contre l'indépendance de la presse, contre tout ce qui correspond finalement à une parole indépendante et à une forme d'altérité. Donc ça montre bien l'ampleur de l'attaque, mais je pense malgré tout qu'il y a un certain nombre de réalités aux États-Unis qui ne sont pas complètement transposables en Europe. Bon, on est quand même dans un système capitaliste très largement débridé, aux États-Unis. Alors non pas que le capitalisme n'existe pas en Europe, mais je pense malgré tout que c'est quand même un peu différent. Et puis, sans surestimer cet aspect, hein, il y a quand même une réalité, juridique, en Europe qui est très liée au développement, de l'état de droit, autour de la place de la Convention européenne des droits de l'homme, par exemple. La liberté académique, elle n'est pas inscrite dans la Convention européenne des droits de l'homme. Ça n'a pas empêché la Cour européenne des droits de l'homme de développer toute une jurisprudence extrêmement fine sur la liberté académique, en utilisant la liberté d'expression, et cetera. Donc il y a tout un cadre juridique, qui repose sur le triptyque du Conseil de l'Europe, hein, démocratie, état de droit, droits de l'homme, qui est quand même à l'œuvre. Je suis pas en train de nier l'ampleur des attaques, hein, en disant ça, mais je veux quand même le rappeler.
aux États-Unis, on s'inscrit dans un contexte aussi où il y avait eu une forme de préparation avec la recomposition, avec le choix d'un certain nombre de juges à la Cour suprême, par exemple, qui, fragilise considérablement, la place, la place du droit. Moi, ce qui me frappe, c'est le contexte d'ensemble, et sur la place des jeunes, la manière, dont ils peuvent, affirmer parce que finalement, nous, on défend la liberté académique aujourd'hui, mais ce qui importe, c'est ce que les jeunes générations pourront faire demain. Je suis quand même, préoccupée par une chose, et avec laquelle je fais le lien. Alors le débat appelait pas ça, mais heu, on a beaucoup dit que finalement la crise climatique s'accompagnerait de polycrises, et moi je suis extrêmement frappée de voir que la détérioration, de la santé sociale, je ne sais pas comment le décrire, véritablement, s'est considérablement accélérée, après la pandémie de Covid-19. Il y a une sorte de détérioration de la société qui, de mon point de vue, s'est accélérée, et il y a certainement une réflexion à mener sur les droits et les libertés, dans le contexte de crise qui sont finalement des polycrises. Il y a une crise climatique, il y a une crise sanitaire, il y a une crise politique. C'est ce qui me vient à l'esprit. Pour donner un peu d'espoir malgré tout, moi je constate que, les étudiants, continuent, à réfléchir de manière critique, malgré, tous les outils qu'on leur fournit, pour s'abrutir, de journalièrement. Ils protestent contre un certain nombre de choses. Enfin, je n'ai pas vu que le militantisme s'est complètement, effondré. En tout cas, j'observe pas ça, en France. Ce que je remarque quand même, c'est que en retour, l'acceptation de la critique et de la contestation, c'est un peu restreinte, me semble-t-il, et ça, c'est plutôt un sujet de préoccupation. Donc je pense que la liberté académique et la démocratie, l'enjeu, c'est aussi l'esprit critique. L'esprit critique, ça passe par l'acceptation de la contestation, et ça doit être entretenu de manière vivante, finalement. Alors, que peut faire, l'Europe dans ce contexte-là? Bah, réaffirmer ses valeurs, et de ce point de vue-là, il y a un certain nombre d'ambiguïtés actuellement. C'est c'est une réalité. Δεν είναι ίδια τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με τα αμερικανικά. Les universités européennes, et les universités américaines ne sont pas les mêmes. Il suffit de voir, leur budget, leur dépendance financière. En réduisant le financement ou en supprimant le financement, il accroît la dépendance, et par ailleurs, la tradition des universités américaines est autre par rapport à celle, des universités européennes. Le rapport au pouvoir gouvernemental. Je dirais donc que l'exemple américain ne peut, n'est pas le même en Europe. Et je dirais que ceux qui peuvent s'opposer à cette situation, ce sont les jeunes. Comment? À travers la revendication, le jugement critique, l'esprit critique. La Les jeunes sont confrontés, bien sûr, au chômage, à l'insécurité, aux problèmes, à la survie parce que, heu, le problème de survie est très important. Donc il n'y a pas de recette. Ce qui est très important, c'est de créer des alliances. Les jeunes seuls ne peuvent rien faire s'ils ne s'allient pas à d'autres. Et d'ailleurs, tous les jeunes n'ont pas le même point de vue. Cette radicalisation d'extrême droite, on la retrouve chez les jeunes, donc il ne faut pas idéaliser les jeunes. Tous les jeunes ne sont pas des démocrates ou progressistes. Être jeune n'est pas synonyme d'office de
progressisme. Nous avons donc ici besoin de ces outils d'analyse pour pouvoir faire soumettre des propositions. Merci. Ελάτε. Καλύτερα το μικρόφωνο για να μεταφραστείτε. Αρχικά θα ήθελα να σας Tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour cet excellent débat. Féliciter Madame Coulet, Madame Kouloul et Monsieur Christopoulos. C'est un thème très intéressant. Vous avez éclairé plusieurs aspects de cette problématique. J'ai une question à poser que je voudrais adresser à Madame Coulet. Je suis à l'université Pindy, en étant enseignant et en ayant des étudiants, en étant enseignante à l'université Pindy, et j'ai des étudiants de divers pays étrangers. Très souvent, il est très difficile de faire la distinction entre ce que l'on croit et ce qu'on l'enseigne. Ce n'est pas comme la chimie où l'on présente un thème où il n'est pas nécessaire de faire part de son point de vue. On me dit très souvent que par respect du point de vue de l'autre, est-ce qu'il y a une restriction à la libre expression de l'enseignant car il risquerait peut-être d'influencer ses étudiants. Par exemple, si nous avons affaire à des élections, nous sommes à l'approche d'élections parlementaires et que l'enseignant discute des élections, de ces questions politiques et s'oppose à l'extrême droite. Est-ce qu'il y a une limite à cela? Moi, avec mes étudiants, c'est un peu l'avis que j'ai ressenti, que je devrais limiter un peu l'expression de mon point de vue. Alors, je peux répondre de manière générale et puis, de manière personnelle. C'est, si on prend les textes de référence, que j'ai évoqués, notamment le texte de proposition de loi, qui est en discussion actuellement en France, il est fait référence comme limite, l'expression c'est sous les réserves qu'imposent les principes de tolérance et d'objectivité. Donc la tolérance, on voit assez bien, de toute façon l'expression d'un chercheur ou d'un enseignant-chercheur, elle s'inscrit dans un cadre général, donc il n'y a pas, de tout ce qui relèverait de propos discriminatoires, intolérants et cetera n'a pas lieu d'être. La question de l'objectivité, naturellement, elle est plus compliquée, sur des problématiques, de sciences humaines et sociales et sur des problématiques, à caractère politique. Alors, il y a, me semble-t-il aussi, la préoccupation, liée, aux règles d'éthique de la recherche et d'intégrité scientifique. On n'en a pas parlé, mais ce qui fait la particularité de la liberté académique, de la liberté d'expression des, professionnels de la recherche finalement, c'est que c'est une liberté encadrée. Qui est encadrée par, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles elle est aussi mal comprise, c'est qu'elle n'est pas encadrée de manière uniforme. C'est-à-dire que, par exemple, les règles méthodologiques vont, il va y avoir un cadre général, mais il va y avoir des cadres spécifiques en fonction des spécialités et les règles d'éthique de la recherche et d'intégrité scientifique, elles sont pas, gravées dans le marbre de manière générale, elles vont s'appliquer à un cas précis, examiné de manière précise. Donc ça, c'est la réponse, d'ensemble. Alors après, est-ce qu'on peut, ça c'est une question qui revient souvent en fait, est-ce qu'un enseignant, a vocation, est-ce qu'un enseignant à l'université a vocation à expliquer, pour qui, il faut voter à ses étudiants? Hem
naturellement, en sciences politiques et en droit public, c'est une question qui peut venir assez facilement, mais on peut la retrouver en histoire aussi, hein, hem, moi, ça me semble être une question qui peut se résoudre assez simplement. Enfin, en tout cas, moi, c'est la manière dont je la résous. Hem, je pense qu'on peut livrer un certain nombre d'éléments, aux étudiants qui les renseignent, sur ce que l'histoire nous apprend, en la matière, sur la conformité, de discours juridiques, par exemple de discours politiques, par exemple, avec, les principes juridiques, qui sont établis dans l'État. Il y a clairement des discours, parfois qui sont tenus, qui méconnaissent gravement, l'état du droit positif et ce qui s'impose, dans le cadre constitutionnel, hein, parfois. Hem, après, moi, ça me semble quand même assez compliqué, d'aller, prétendre dire à des étudiants pour qui ils doivent voter, très franchement, non, mais je soulève la question de cette manière-là parce que je vois que ça n'est pas une évidence pour tout le monde de répondre ça. Les étudiants, alors naturellement, ils ont leur libre arbitre et ils auront une opinion critique, mais je pense que c'est pas quelles que soient nos opinions dans une situation donnée, moi, ça me semble difficile d'aller jusque-là. Je je pen et outre que ça me semble difficile, ça me semble totalement contre-productif. C'est-à-dire que, en tout cas, au regard de la situation, actuellement en France, je pense que le refus des élites et le rejet, des élites et on est assimilé, à des élites, y compris, favorisées, d'un point de vue social et cetera, ce qui correspond à une réalité un peu tronquée quand même. Hem, il y a, il y a un rejet, d'une partie de la population, par rapport à, des élites qui voudraient leur expliquer ce qu'elles doivent faire, en se positionnant en sachant et cetera. Ça, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça, et comprendre qu'être aussi affirmatif, peut avoir, des effets contraires en réalité. Mais ça, c'est mon opinion personnelle, hein. Ευχαριστούμε. Αφού δεν βλέπω άλλη ερώτηση, θα κάνω εγώ. Puisque je ne vois pas d'autres mains, d'autres questions, je vais poser une question. Être politiquement correct, est-ce que c'est une menace à la liberté académique? Et je vais vous dire pourquoi je pose la question. Il y a 8 ans, je donnais cours en France dans un réseau, non pas dans une université française, mais dans un réseau, avec des étudiants américains et je parlais de l'immigration et j'essaye toujours de faire la distinction entre réfugiés et migrants et je dis, pour que ça soit clair, le réfugié, c'est cette femme, par exemple, heu, maltraitée, qui frappe à la porte, on la voit, on lui ouvre la porte et on lui offre refuge. On peut pas lui dire: «Va-t'en, c'est inhumain». Donc j'essaie d'expliquer ce qu'est l'asile. L'immigré, c'est celui qui cherche du travail ailleurs. Si vous n'avez pas du travail à offrir, à proposer, on ne peut pas, battre cette femme, mais on peut lui fermer la porte parce qu'on n'a pas de travail à proposer, en fin de compte. Moi, j'étais très heureux d'avoir, inventé cette comparaison, cette parabole. Je l'ai racontée à mes étudiants et je vois une jeune modératrice de cette discussion qui me regardait un peu mal à l'aise. Il y a quelqu'un qui lève la main, un étudiant et qui dit: «Moi, j'ai le sentiment d'être maltraité à travers votre discours». Et je suis vraiment, heu, effarée et fâchée, furieux. J'essayais de comprendre ce qui l'a mis mal à l'aise, mais surtout,
combien lui était facile de dire que ce que moi j'avais dit était une forme de traitement, de mauvais traitement. Je ne voulais pas l'offenser, lui ai-je dit. Même si tu es offensé, tu dois vivre avec ça, car telle est la liberté académique. Et en répondant à la question que vous avez soulevée tout à l'heure, l'autre face de cette liberté académique excessive, c'est la responsabilité excessive de ce que l'on dit. Si je dis des inepties, eh bien, je serai critiqué. Ça fait partie de la liberté dans un établissement universitaire. Je considère donc qu'à la question que vous avez soulevée, si au lieu de faire de l'analyse politique, je fais de la propagande, eh bien, j'aurai des conséquences. Je serai rejeté de cette communauté académique, universitaire. Mais pour conclure, je pense qu'il faudrait, j'aimerais vous demander votre avis pour qu'on l'on puisse conclure sur ce thème de la liberté académique aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord, ceci fait partie du débat sur la liberté académique, mais je pense que c'est un débat vieux, ancien. La liberté académique, ce n'est pas de pouvoir dire n'importe quoi en offensant l'autre. Je pense qu'il y a des limites. Et ceci ne veut pas dire que je dis ce qui me passe par la tête et à toi de voir comment tu vas gérer ça. Non, je n'adopte pas les extrêmes du politiquement correct. Supprimer certains vers de Shakespeare, par exemple, ne pas enseigner Platon parce qu'il était un tel était sexiste. Non, ce sont des extrêmes qui contribuent à imposer. Laisse-moi compléter ce que je veux dire, dit Madame Koulouri. Et ce discours qui n'est pas inclusif, c'est un discours qui rejette les femmes. Je ne suis pas favorable, je ne dis pas qu'il faut mettre des adjectifs l'un après l'autre, mais inclure les femmes dans ce discours, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir défendre et qu'il faille défendre. Et le fait de prendre en compte le fait que en face de moi, j'ai des victimes de cette violence, ceci doit influencer mon mode, mon discours. Et le fait que je sois enseignant ne veut pas dire que je dois limiter, m'auto-restreindre. Si j'ai des victimes en face de moi, je dois les respecter. Et il y a une ligne rouge qu'il faut respecter, qu'il ne faut pas franchir. Ce ne veut pas dire que je vais dire des inepties basées sur le political correct, car telle est la pensée actuelle. Je prétends que l'on peut dire ce que l'on veut, mais en tenant compte de la personne qu'on a en face de nous. Et la responsabilité, c'est une responsabilité encore plus importante quand on est enseignant à l'université. Je suis d'accord, mais je ne vois pas l'argument unique, les principes. Oui, bien sûr, le sens commun fait que l'on n'offusque pas ceux qui sont en face de nous, mais je vais reposer cette question car j'ai un cours sur la censure et dans le cadre de ce cours sur la censure, je parle sur le blasphème. Et lorsque j'expliquais ce qu'est le blasphème et pourquoi ceci n'est plus
question d'ordre juridique, un étudiant a levé la main en me disant que ceci est une offense. Euh, donc, il y a des offenses, il y a plusieurs formes d'offenses et je dois avoir une position équitable envers tout le monde. Cette question donc doit nous préoccuper et la responsabilité, comme il a été dit, bien sûr, c'est l'autre face de la liberté pour laquelle nous sommes fiers. Mais je pense qu'aujourd'hui, un ancien discours autoritaire essaye de s'infiltrer de manière indirecte à travers ce genre de discours dans des domaines très sensibles et ceci, je pense, crée porte une atteinte à la liberté académique. C'est assez intéressant de voir que on a déplacé la discussion de l'activité de recherche vers l'activité d'enseignement, en réalité. Et exact. Oui, oui, bien sûr, elle fait partie de la liberté académique, mais cette difficulté, là, on l'évoque dans le cadre de l'activité d'enseignement. Alors, l'activité d'enseignement, c'est quand même quelque chose de très particulier si on y réfléchit, puisque, c'est un dialogue avec, un contre tous, un face à tous et j'ai toujours été extrêmement frappée du déséquilibre qui existe entre les étudiants et l'enseignant. C'est-à-dire que, assister à 30 heures de cours, c'est finalement connaître de manière assez précise une personne, sa manière de réfléchir, sa manière de penser, alors même que nous, on n'a aucune connaissance du public auquel on a affaire. Donc c'est une forme de fragilité, en fait, donc c'est une responsabilité qui est liée à des compétences, c'est notre métier, mais c'est aussi une manière de s'exposer. Alors la question que vous évoquiez tous les 2 finalement, elle me semble extrêmement compliquée en réalité. C'est-à-dire on a bien sûr une obligation, qui est celle de respecter nos étudiants. Respecter nos étudiants, ça suppose, de leur faire des cours et non pas, de leur raconter notre vie, j'évoque des vieux souvenirs d'étudiante quand je dis ça. Ça suppose, également de 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 ne pas avoir, de propos discriminants. Ça, c'est extrêmement important donc il faut avoir cette préoccupation, à l'esprit et c'est pas si simple que ça en réalité parce que, les subjectivités sont là. C'est-à-dire que, l'enseignant est une personne qui vient avec son histoire, avec son âge, avec sa condition, avec, sa formation et chaque étudiant vient avec son propre bagage. La rencontre peut, ne pas être harmonieuse et par ailleurs, certains enseignements peuvent être, mal reçus, ça c'est une réalité. Il y a une évolution de la société aussi, moi ça je suis d'accord, je trouve que alors on a il y a nécessité pour les enseignants de se repositionner en n'étant pas des sachants qui viennent, du haut imposer, leur vérité et donc d'accepter un certain nombre de discussions. Mais on est aussi dans l'ère des subjectivités. Ça moi je suis extrêmement frappée de cette évolution-là. Il y a beaucoup plus de subjectivité individuelle qui s'exprime qu'il y a encore 10 ou 20 ans, parmi les étudiants et hem vous allez penser que je fais une obsession autour de la pandémie, mais je suis extrêmement frappée, enfin, en tout cas, en France, c'est extrêmement, clair. Les étudiants nous racontent leurs problèmes personnels aujourd'hui, ce qu'ils n'auraient jamais fait, avant la pandémie, ce qui parfois nous place dans une situation que je ne trouve pas confortable, moi, personnellement, parce parce que finalement, peut-être que l'enseignement implique une certaine distance. Alors après, accepter la contestation des enseignements, c'est quand même aller très, très loin. Soit,
soit il y a un vrai problème, l'enseignant n'aurait jamais dû tenir un certain nombre de propos qui ne répondent pas à la déontologie professionnelle et là, bah, il y a un vrai sujet. Soit c'est pas le cas et il faut pas qu'on accepte la remise en cause de nos enseignements, me semble-t-il. Mais c'est une question extrêmement compliquée en réalité. Νομίζω ότι ωραία τελείωσε αυτή Je pense que ce débat s'est très bien conclu. Il est 21 heures. Je voudrais très chaleureusement vous remercier toutes et tous pour votre présence. Je voudrais vous remercier Madame Spiropoulou, nos invités, euh, notre public. Merci beaucoup. Bonne soirée.